Alors, normalement, c'est bon. Et je vais vous présenter ça. Donc, j'arrive sur la présentation ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'UML. L'UML, donc en fait, c'est une modélisation qu'on utilise beaucoup en, en informatique, mais qui n'est pas propre uniquement à l'informatique. Ça veut dire Unified Modeling Language. C'est en gros, on va vous demander de faire des cahiers des charges dans vos projets et de faire comprendre, en gros, votre sujet à des personnes qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc, le but, c'est de vraiment bien faire comprendre le message que vous voulez faire passer. Et de la même manière, de le formaliser. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va vous demander de faire un logiciel, de faire un projet, la personne, le client, va formaliser lui-même son cahier des charges, avec son dialogue à lui, son langage à lui. Vous, en fait, en faisant de l'UML, vous allez formaliser des schémas qui vont retranscrire ce qu'il a dit. Ça va faire une sorte de cahier des charges, et en gros, vous pourrez remonter ça, il a bien compris. Lui, en lisant votre cahier des charges, il va comprendre peut-être des divergences que vous avez eues durant votre conversation et revenir vers vous. Le but de ces diagrammes, c'est justement de faire au mieux et de faire de telle façon à ce que vous compreniez bien. D'accord? Donc pour ça, je vais tout d'abord vous parler de deux, trois diagrammes. Normalement, en UML, il y en a beaucoup plus que ça. On va revenir dessus. Donc, le premier, ce qui est le plus important pour moi, c'est le use case diagram. C'est, donc en français, on appelle ça le diagramme de cas d'utilisation. C'est ce qui va vous permettre de formaliser les différents cas d'utilisation utilisés dans votre application de manière assez succincte. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, on va imaginer, premièrement, quand vous faites quelque chose, c'est pour des utilisateurs. Donc, vous allez devoir les formaliser. Comment on le formalise? On dessine juste des utilisateurs. Là, j'utilise juste un utilisateur particulier, un user. Donc, souvent, un user, ça peut être une personne qui a un login, un mot de passe. Vous devez les décrire. Ça, je vais venir un petit peu après. D'accord? Vous devez vraiment estampiller, décrire la personne qui va utiliser votre application. D'accord? Vous avez peut-être les utilisateurs standards, mais vous pouvez très bien avoir des administrateurs. Donc là, ils ont des super droits, des droits vraiment super utilisateurs qui vont leur permettre de faire plein de choses. D'accord? Donc ça, on a parlé des utilisateurs. Là, j'en ai parlé de deux, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Ensuite, on va parler de tous les cas d'utilisation spécifiques. Donc, par exemple, moi, je vais parler de DVD. Donc, le premier cas que j'ai envie de gérer, c'est de lister tous mes DVD. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu arriéré. Là, maintenant, on a que des trucs dématérialisés, mais je reste sur Je pourrais très bien parler d'une bibliothèque, ça serait la même chose. D'accord? On va garder cet exemple-là. Donc, si vous listez les DVD, c'est bien. Mais vous allez lister quoi? Rien, puisque en gros, pour le moment, votre bibliothèque, elle a aucun DVD. Donc, vous devez pouvoir les ranger, ajouter des DVD. Donc, le deuxième cas d'utilisation, c'est de l'ajout. D'accord? Et puis, admettons que un DVD se détériore, et vous pouvez le supprimer, par exemple. Donc, c'est les trois cas que j'ai choisi de gérer. D'accord? Donc, ce sont trois cas de mon application, on va dire, qui doivent être gérés par les utilisateurs. Là, actuellement, on ne connaît aucun lien entre mes utilisateurs et mes cas d'utilisation. D'accord? Donc, comment je vais créer ce lien-là? En fait, c'est très simple. J'ai dessiné un trait. Donc, je vais dire que, par exemple, les utilisateurs, ils ont le droit d'accéder aux DVD. D'accord? Ils ont le droit d'accéder à la liste de mes DVD.
Mais il n'y a pas que ça. L'administrateur, il a le droit d'accéder à n'importe quelle carte d'utilisation. C'est le super admin. Donc, je vais devoir lui donner également. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. C'est ma démo, elle m'a faite, mais là, j'ai zappé un truc, mais en gros, l'administrateur doit pouvoir également lister les DVD. Il doit par contre pouvoir ajouter les DVD. L'utilisateur, lui, il va pouvoir par exemple les louer ou voilà. Mais il n'a pas forcément le droit d'ajouter un DVD. Et vous vous rendez compte que aussi un admin doit pouvoir le supprimer. D'accord? Donc ça, bon, j'ai fait simple, mais en gros, vous voyez que le schéma, il est extrêmement simple et il va pouvoir décrire à une personne qui n'a rien, enfin, il n'y a aucun besoin d'avoir une connaissance en informatique pour comprendre mon application. D'accord? À la suite de ça, on va parler de diagramme de classe. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas encore ce que c'est qu'une classe. Vous le verrez par la suite, mais c'est là où on parle de langage d'objet. Et donc, ça devient vraiment beaucoup plus, vous allez avoir des applications vraiment plus complexes. D'accord? Pour ça, il faut que vous compreniez comment les schématiser afin d'organiser votre travail. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous montrer comment on schématise une classe. Une classe, ça s'écrit comme ça. Donc, il y a trois encarts. Un grand encart qui en regroupe trois. Le premier encart, on va mettre le nom de la classe. Le deuxième encart, on va mettre les attributs. Donc, d'abord, les attributs publics, avec un petit plus. Ensuite, on va mettre les attributs privés, avec un moins. Alors, je vais parler que de cela, mais en gros, il y a aussi un autre, ce qu'on appelle portée de variable, des protégés. Mais ça, on verra. Je ne vais pas vous en parler pour le moment. Ça serait avec un dièse. Et c'est la même chose. D'accord? Ensuite, donc là, on en a parlé d'attributs. Donc, c'est ce qui classifie, ce qui parle d'une classe. Donc là, c'est pour Alberton, vous avez les C21 qui sont en train de voir ça. Donc, ça doit beaucoup leur parler. Et vous pouvez aussi schématiser les méthodes de classe. Donc là, par exemple, les méthodes publiques. Mais vous pouvez aussi schématiser les méthodes privées. En faisant ça, on schématise une classe à part entière. Et encore une fois, il n'y a pas de code, il n'y a rien. C'est du dessin. On schématise ce que nous, on pourra comprendre derrière. Et donc, on pourra le transcrire en informatique. D'accord? Ensuite, donc là, j'ai fait ma classe, je la simplifie pour que ça soit plus facile pour le reste. On va parler également d'héritage. Comment on schématise un héritage? C'est très simple. On a une classe, la classe A, qui est la classe mère de la classe B. Donc, on a dessiné deux classes, la A, la B, et on fait une flèche ouverte entre la A et la B. La flèche pointe sur la A pour dire que c'est la classe mère. La classe B, c'est la classe fille de la classe mère. D'accord? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet non plus. Vous le verrez quand vous apprendrez ce que c'est qu'une classe mère, une classe fille et ce que c'est que l'héritage réellement. D'accord? Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'en gros, on peut schématiser les classes sous un aspect comme ça. Vous avez également des agrégations, les associations. Ça, vous verrez ça dans des langages un petit peu plus avancés que le C ou Python, avec des agrégations, des associations dans une classe. Ça, c'est quand on crée des instances. Donc là, nous arrivons sur notre deuxième diagramme, donc le diagramme de classe. On a vu d'abord le diagramme de use case, le diagramme de classe. Maintenant, je vais vous parler aussi de base de données. D'accord? Alors là, on ne parle plus de classe, on va appeler ça des entités. Les entités, c'est pratiquement l'équivalent d'une classe, pour ainsi dire, mais c'est en base de données. C'est ce qu'on va stocker en base de données. D'accord? De la même manière que pour les classes, vous allez schématiser de manière différente. Alors là, en fait, je n'ai pas fait de relation, mais je vais vous expliquer ça verbalement. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une entité A, une entité B, une entité C. Elles n'ont pas forcément un lien entre elles. Si elles n'ont pas de lien, c'est pas grave. Vous définissez juste les entités avec les différents champs qui sont dans votre base de données. Donc, on pourrait très bien dire que l'entité A, c'est un utilisateur et elle aurait un champ username, un champ password, et on définirait les types
qui sont dedans. Et, alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez très bien aussi faire des relations. C'est-à-dire que vous pourriez dire que l'entité A, donc c'est un utilisateur, a un profil et donc est associé à l'entité B qui serait la table profil. Ça, je vais vous parler d'une application derrière je vais vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser pour faire ça. Bon. Là, je voulais juste vous parler un petit peu rapidement des différents diagrammes. Donc là, par exemple, j'ai le fil de 1 que je pourrais faire, le fil de 2, le fil de 3. Je vais plus le mettre en le laissant sur le même schéma d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer par la suite une application avec les relations, les différentes relations, c'est-à-dire many-to-one, one-to-many, et ainsi de suite. Le dernier diagramme que j'ai, et là, je ne vous ai fait aucun visuel, parce qu'en fait, vous allez vite comprendre par la suite que c'est assez complexe à dessiner. Et donc, je vais plutôt me centrer sur l'application pour vous montrer ça. Le diagramme de séquence, en fait, vous avez appris à schématiser vos cas d'utilisation, vos classes. En fait, dans vos classes, vous allez avoir des fonctions. Par exemple, une fonction d'ajout, add ou de multiplication, multiply. Et dans les diagrammes de séquence, vous allez décrire en fait les différentes séquences de cette fonction. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ajouter, par exemple, un nombre 1 à un nombre 2. D'accord? Là, j'ai fini sur ma présentation théorique. Ce que je vais faire, alors je vais essayer de... Voilà. Et voilà. Donc là, je vais porter j'ai un autre outil. Parce que j'ai le Twitch qui arrive en doublon. Donc là, c'est alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, il y en a plein d'autres. Celui-là, alors il est assez vieux et il est encore bien maintenu. Vous verrez que l'interface est assez particulière parce que, à mon avis, c'est codé sur du Java. Donc c'est assez lourd et c'est pas forcément très visuel au niveau des boutons et ainsi de suite. Mais ça fait très très bien le taf. D'accord? Il est assez complexe, assez évolué. Alors, là-dessus, en fait, donc l'outil s'appelle Visual Paradigm. Vous avez une version payante et une version gratuite. La version gratuite, c'est la version communautaire. Alors, la version communautaire, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de faire énormément de choses. Par contre, c'est un outil, par exemple, qui peut, à partir des schémas, vous générer du code. Du code. Pardon. Ce code-là, en gros, avec cette version communautaire, vous êtes limité à certains langages. Euh, je ne sais même plus comment on génère exactement, mais vous avez des langages comme le C, le C++, je pense le Java, le Python, qui sont, je pense, permis de générer du code, en gros, à partir de vos schémas. Donc, c'est déjà pas mal. Et je vais vous montrer rapidement. Donc là, par exemple, pour le premier truc, c'est assez gros, j'espère qu'on peut... On ne peut pas, vous voyez, on ne peut pas augmenter la résolution. Donc, sur le petit encart ici, en fait, vous allez voir tous les diagrammes que je... Alors là, je vais essayer de me rapprocher. Donc, je vais quitter un petit peu la caméra. Donc là, vous voyez qu'il y a les use cases, les diagrammes de classe, les diagrammes de séquence, les communication, le state, il y a activity, etc. Il y en a énormément. D'accord? Donc, ce que je vais commencer par faire, il faut que je retourne ma souris. Voilà. Le premier, en fait, vous cliquez droit ici et vous pouvez créer un diagramme de use case. Voilà. Alors, quand vous créez un diagramme de use case, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Là, je vais l'appeler Toto. J'aime bien. Voilà, ça ne veut rien dire, mais donc vous, dans votre cas, ça sera peut-être plus probant. Hein. Et donc là, en gros, les premières choses que vous devez faire, c'est vous mettre vos utilisateurs. Alors, je cherche parce que moi, je suis très, 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 très loin du tableau. Voilà. Donc là, en gros, on appelle ça un acteur.
acteur, hop, il est ici. Donc là, je vais cliquer. J'ai mon premier acteur. D'accord? Donc là, on est, par exemple, on a fait ça tout à l'heure, un utilisateur. J'espère que vous le voyez parce que moi, de là où je suis, je vois très difficilement ce que je fais. Normalement, en gros, si vous faites un utilisateur comme ça, c'est bien, ça stipule bien ce que c'est, mais clairement, d'une application à une autre, un user, ça ne veut strictement rien dire. D'accord? Donc, en gros, normalement, pour tout ce que vous faites en UML, vous devez décrire. Donc là, comment on fait? On vient ici et on fait Open Specification. Et là, vous avez la descriptif de la chose. D'accord? Donc là, par exemple, vous allez mettre que un utilisateur, j'espère que je ne fais pas de faute, est un acteur, j'ai dû faire une faute, hop, est un acteur de l'application qui a un, qui a un droit de, de connexion, identification, par exemple. Donc là, vous pouvez mettre username, password, par exemple, à l'application. Il a le droit d'utiliser alors, d'utiliser non, l'application. D'accord? Donc là, vous pourriez détailler encore plus. C'est-à-dire, par exemple, utiliser les actions de base, j'en sais rien. D'accord? Donc là, vous mettez OK. De cette là, en fait, on ne voit rien dessus. On ne voit que l'acteur, mais si un autre utilisateur veut regarder ce que fait l'utilisateur lui-même, il peut revenir dessus et voir les spécifications de l'utilisateur. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir les cas d'utilisation de la même manière. Voilà. On va mettre, comme tout à l'heure, liste des. J'espère que j'ai bien écrit. Et là, hop, open spécification. On va lui dire ça. Un utilisateur connecté. J'ai oublié un T, je ne sais plus. Franchement, je ne vois rien du tout. Connecté peut lister l'ensemble des DVD stockés dans l'application. D'accord? Voilà. Bon. Vous pourriez l'écrire un petit peu plus, hein, et, par exemple, que vous permettez d'avoir des filtres, et ainsi de suite. En fait, tout ce que vous allez décrire ici, ça va vous permettre de d'étendre votre cahier des charges et de voir ce que vous allez devoir faire, ou que le développeur va devoir faire. D'accord? Donc, plus vous décrivez, mieux c'est. Et encore une fois, alors moi, je donne souvent ça comme exemple. Moi, durant ma formation, en fait, j'ai dû faire un projet durant 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, on m'avait interdit de toucher un ordinateur pour faire du code. Pendant 5 mois, on a dû faire une analyse. Toute cette analyse se basait sur justement la méthodologie UML. Quand on avait bien fait ça, au bout de 5 mois, le code s'est fait en même pas une semaine. Donc vous vous rendez compte que finalement, sur un projet de 6 mois, vous avez codé une semaine. Pourquoi? Parce que vous avez envisagé tous les cas. D'accord? Donc là, c'est bien. Vous avez un cas d'utilisation, un acteur, nickel. Par contre, on avait dit tout à l'heure que vous aviez le droit de lui donner justement des droits. Donc là, vous cliquez sur l'association et vous associez l'utilisateur au cas d'utilisation. Et là, vous pouvez même mettre un titre par rapport à ça. Alors, il y a différents types, je ne vais pas étendre dessus, mais des cas d'utilisation, par exemple, vous pourriez très bien dire que hop, hop,
Vous mettez ça. Euh, voilà, le liste DVD a besoin d'une authentification. Alors normalement, vous avez les liens directement le, sur le use case. Sur- alors, lui, c'est pas ça. Et je ne vois rien. Donc, euh, ouais, c'est comme ça. Alors, hop, c'est pas ici. Non. Ah voilà, ça doit être ça. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a différentes relations que vous pouvez faire. D'accord? Euh, je la cherche, donc je pense que c'est extend. Je pense que c'est ça. Et donc là, vous pouvez mettre donc le cas d'utilisation que j'ai appelé authentification. Voilà. Il l'a trouvé. Vous faites ça. Ce qui veut dire qu'en. Alors, je ne pense pas que ça soit dans ce sens-là. Donc là, on met un Z. Voilà. Et lui, ça donne dans ce sens-là. Je pense que ça doit être ça. En gros, de cette là, pour lire la DVD, vous avez besoin d'authentification. D'accord? C'est normal que la personne puisse comment dire, soit authentifiée pour pouvoir accéder au DVD. De la même manière, pourquoi j'ai créé une entité particulière, quoi, un use case particulier d'authentification? Ben, en gros, tout à l'heure, on avait dit qu'on doit pouvoir ajouter un DVD. Donc là, pardon, add DVD. De la même manière, avec extend, et là, on va mettre add DVD. Vous voyez qu'en fait, encore une fois, j'ai, on va pas dire factorisé, mais j'ai permis à ce que mon application, pour une action, puisse faire plusieurs choses. D'accord? L'authentification, elle va pouvoir être utilisée pour les DVD et pour l'ajout de DVD. C'est important parce qu'en fait, là, clairement, vous commencez à organiser votre travail derrière. C'est pour ça que la partie analyse de projet et l'utilisation de cette méthodologie est très importante. La plupart du temps, vous vous jetez à corps perdu dans le code et vous revenez en arrière et vous perdez énormément de temps. En faisant une analyse au préalable, eh ben, vous gagnez énormément de temps dans la suite. D'accord? Donc, vous avez toujours l'impression de perdre du temps en faisant ça, alors qu'en fait, vous en gagnez. Voilà. Alors, clairement, normalement, je vous montre rapidement, mais vous pouvez normalement formater également votre truc, hein. Ici, si je peux mettre du rouge, du orange, euh, background. Non, c'est foreground, non, voilà. Si je fais ça, voilà, ma liste DVD est passée en rouge, par en orange. En magenta, si vous voulez, ou en rose. Ça dépend de votre ordi. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui peut me critiquer sur les couleurs. Donc, là, en gros, vous avez sommairement un diagramme de use case. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, je vous laisserai regarder un petit peu plus dans le détail ce que c'est le diagramme de use case, comment ça s'organise. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler très rapidement du ML et j'ai encore plein de trucs à vous dire. Donc, clairement, vous pourrez créer encore un autre diagramme. Alors là, on va l'appeler Titi, hein, comme ça, c'est plus Toto. Et vous pouvez créer de la même manière des classes. Par exemple, faire un user et on va faire open specification et on va créer des attributs. Donc, on va lui mettre par exemple un username. On va lui mettre un type qui sera un string et on va mettre, donc c'est bien du privé.
D'accord? Donc là, on voit le username, nickel. Et puis là, on va en mettre un deuxième. On va lui mettre un password. De la même manière, c'est un string. Et là, vous voyez qu'il y a plein de types. Et de la même manière, vous avez le type, si vous voulez, type Titi, puisque en fait, une classe, c'est un type, c'est une classe. Là, ça va vous faire rire, mais bon. On a le deuxième type, le deuxième attribut de notre classe. Nickel. Là, on pourrait très bien également, je vais revenir dessus, passer aux opérations, aux méthodes, et rajouter par exemple un get username. Ça, return time, ça va nous retourner un string. D'accord? Donc voilà. Mais on a besoin également, si on fait un getter, on a aussi besoin, par exemple, d'un setter. Et là, par exemple, le return type, vous pouvez mettre rien, mais vous pouvez mettre que vous avez besoin de paramètres. Et là, le paramètre, ben, ça sera. Alors, on va le faire bien. On va le faire PRM pour paramètre, username, et on va dire que c'est un string. D'accord? Là, en faisant ça, on a nos paramètres, on a notre fonction, on met OK. Je vais m'occuper que de ça pour le moment. Et vous voyez qu'en gros, là, il a commencé à bien formaliser nos méthodes. Donc, le premier getUsername, il n'y a pas besoin de paramètres et il va retourner un string. Le deuxième, setUsername, on a bien notre paramètre de type string et il ne retourne rien. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Et on va essayer de se faire une autre entité. Donc, par exemple, on va l'appeler student. D'accord? Student, on va dire que, je ne sais pas, on va lui dire que il y a un paramètre, par exemple, score, avec un type double. D'accord? De la même manière, donc là, vous pourriez très bien faire des getters, les setters dans les opérations. Et là, en gros, on pourrait très bien dire que, alors, je pense que c'est comme ça. Non, c'est dans le sens inverse, justement. Donc, on passe de la classe mère à la classe fille. Et donc là, en gros, on voit que student hérite de user. Donc, le student aura également accès au username, au password. Alors, en fait, non, puisqu'en fait, ce sont des attributs privés. Si on voulait, on pourrait très bien revenir dedans, prendre user, alors, voilà, et au lieu de privé, on pourrait mettre protégé. Hop, on met OK, apply, OK. Et là, vous voyez que devant, comme je vous avais dit au départ, le petit logo devient un dièse qui va vous permettre en fait d'identifier la portée de variable de cet attribut-là. Et donc là, bon, ça vous ne le savez pas encore pour certains, mais username est accessible de student et uniquement de student. D'accord? Pas de user également, mais pas d'autres classes. Encore une fois, je ne vais pas trop vous détailler le truc, mais voilà ce que je peux vous montrer quand même, par contre. Alors, euh, t- 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 tac, voilà, tools, puis code. Vous voyez là, dans les tools. Donc, à partir de ça, user student, vous avez un truc code et vous pouvez très bien générer du code. Alors, est-ce qu'on peut changer le code? Non, non, bon, je le vois pas. On fait ça. Et là, par contre, il faut passer avec les versions payantes. D'accord? Alors, peut-être qu'avec celle-là, c'est possible. Non, vous voyez que là, c'est encore une fois, c'était accessible. Je me suis un peu avancé. Avant, c'était le cas. Mais en gros, à partir de ce moment-là, si vous avez la version payante, vous pouvez directement générer du code si votre analyse est très bien. Et il peut même vous dire, il y a un problème au moment de la génération. D'accord? Voilà. Donc là, je vous ai montré les use cases, les classes, les diagrammes de classe. On va essayer de se faire, je vous avoue, là, c'est. Alors, on a fait Soto. Là, j'ai mis Java. Il y avait du C++.
Dans les versions payantes, il y a d'autres langages également que tu peux acheter. Là, c'est un outil payant. C'est-à-dire qu'il y a d'autres langages, il y a d'autres, on appelle ça. Vous pouvez utiliser d'autres outils que ça, mais cet outil est déjà assez bien fait. Là, je vais l'appeler, alors j'avais dit Toto Titi, on va l'appeler Tata. Ça. Et là, vous pouvez créer votre diagramme de séquence. Comment ça se fait? Alors, premièrement, vous dessinez votre acteur. Alors, là, par exemple, vous pouvez dire user pour reprendre le même. Alors là, je cherche toujours. Voilà. Et vous créez la première ligne de vie. Là, par exemple, vous voulez aller vers, par exemple, tiens, d'ailleurs, non, c'est pas ça. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Non, mais maintenant, c'est pas ça. Normalement, non, user, et on va dire par exemple, ah, et on va l'appeler get. Euh, Get username. D'accord? Il va faire appel à get username de user. Donc, je vous rappelle qu'on avait fait une fonction get username pour le faire. Mais par exemple, get username pourrait très bien faire appel à une fonction. Alors, comment vous l'aviez appelé? DB, on va l'appeler DB provider, effectivement, qui elle-même fait appel à une fonction, on va l'appeler Titi, par exemple, j'en sais rien, hein. Non, Titi, ça a déjà été donné, on va dire Toto. Non, Toto non plus, Tutu. Tutu. Ah oui, moi j'invente beaucoup de trucs. Voilà. Cette fonction, là pour le moment, quand vous êtes dans la fonction username de user, get username de user, elle va faire appel à Tutu dans DB Provider. Mais potentiellement, vous n'avez pas de retour là. Elle doit peut-être faire un retour de message à get user. D'accord? Et là, de cette là, vous commencez à voir vos lignes de vie qui se dessinent. Vous voyez? Celle-là, elle est dépendante de celle-là et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez vraiment les connexions qui vont se faire entre vos différentes classes derrière. D'accord? C'est vachement important. Plus vous descendez dans le détail de votre analyse, premièrement, moins vous aurez de code à faire, parce qu'en gros, vous aurez déjà fait l'analyse, vous n'aurez que à écrire le code, voire si vous avez la version payante, vous aurez rien à faire puisque l'application va la générer pour vous. Soit bah, vous allez plus réfléchir, vous allez écrire 3 lignes et vous êtes sûr et certain que ces 3 lignes vont être bonnes puisque toute l'analyse aurait été faite au préalable. Mais ce qui est extrêmement important par la suite, c'est surtout ça, c'est que vous êtes pour le moment le seul développeur sur votre application parce que c'est une petite application. Demain, vous avez peut-être 5, puis après-demain, une dizaine, et après une cinquantaine et une centaine, je vous le souhaite. Grâce à ça, le nouveau développeur qui va arriver dans votre équipe aura uniquement à lire la doc, tous les schémas UML pour pouvoir comprendre votre application. Et ça, c'est ultra important. La plupart des applications, des gestions de projet ne gèrent pas forcément ça. Pendant très longtemps, je n'ai pas vu de projet qui faisait appel forcément à toute cette partie analyse, qui prend du temps. Maintenant, de plus en plus de sociétés font vraiment attention, prennent conscience de cette partie documentation de projet
qui donne une durabilité, une évolution, une pérennité dans votre code. D'accord? Et donc là, pour vous montrer encore sans trop détailler, alors, là, vous voyez que Java, il peine un peu, parce que mon ordinateur, normalement, Et donc, voilà, vous voyez que, alors, on voit pas l'entity, ici, l'entity relationship, donc c'est dans les bases de données. Mais vous avez aussi tout ce qui est modeling dans le business, d'accord? Vous avez également tout ce qui est diagramme d'activité. Alors, pour moi, je préfère diagramme d'activité que les flowcharts, parce que les flowcharts, c'est vraiment entre le code et l'analyse. Le diagramme d'activité est beaucoup plus simple. C'est vraiment, on se dégage du code, vous analysez, vous mettez pas les variables, rien du tout, vous dites, j'ai besoin de faire ça pour avoir ça, et ainsi de suite. C'est assez simple, d'accord? Et après, ben, je vous laisse vous renseigner sur tout ce que vous pouvez faire derrière. Mais vous voyez que vous avez des gestions de temps, des gestions de package, si vous voulez, de déploiement. Donc, comment vous allez déployer votre application, les différentes étapes que vous allez devoir faire. C'est vraiment, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. D'accord? Et pas que, encore une fois, pas que de l'informatique. Normalement, il y a également de la formalisation de réseau, ce genre de choses, vous pouvez le faire également. Donc, je vous laisserai regarder. Cet outil est pas trop mal. Alors, il est assez lourd, vous le voyez, parce que là, déjà, mon ordinateur, il commence déjà à ramer. Alors que c'est une grosse. Alors, c'est peut-être aussi dû parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais voilà. Alors, je n'ai pas vu de questions passer sur les commentaires. J'ai peut-être pas assez regardé. Alors, je ne l'ai pas vu. Mais notification. Je vous avoue que là, j'arrive plus à retrouver le chat. J'espère que je vais pas louper des choses. Euh, le chat, je le trouve plus. J'espère que je n'ai pas appelé Ah si, là. Ah! Voilà. Je n'ai plus aucune question. Nickel. Eh ben, vous savez quoi? Je vais vous laisser. Alors, ça n'a pas duré 1 heure, je suis d'accord, mais je pense que ça vous donne un bon état des lieux de l'UML en règle générale. Je vous préconise fortement de l'utiliser par la suite. D'accord? Voilà, voilà. Écoutez, allez, bonne journée à vous et puis à très vite. Bye bye.